nous attaquons donc ce sujet qui est celui donc, des bases distribuées, ne pas confondre d'ailleurs avec les bases décentralisées, ce n'est pas du tout la même chose, c'est ce que je vous disais, on va essayer de faire quelques petits efforts donc, de pédagogie, histoire de ne pas nous perdre dans les méandres d'une technologie de base de données qui n'est pas très simple, il faut bien le reconnaître. Bon, donc nous faisons comme d'habitude, hein, je vais partager cet écran. Le sommaire que nous allons suivre, donc, je vous le disais à l'instant, donc je voudrais rappeler un peu ce que l'on appelle des fichiers, les bases de données, le SGBD, système de gestion de bases de données. Je préfère ce néologisme à l'expression américaine, hein, et puis les bases logiques. Ce n'est pas la même chose. Le rôle d'un SGBD, ça va être de traiter, donc de manipuler une base de données, mais il n'est pas responsable de la définition logique donc des contenus de ces bases de données. On va parler des services de données de manière générale, de manière à bien positionner un petit peu les tendances actuelles, en particulier la tendance New SQL, donc qui est une tendance à faire donc d'utiliser des bases de données sans perdre l'intérêt des paradigmes tels que ACID, par exemple, qui est un paradigme spécifique pour les bases de données relationnelles, mais que l'on va donc conserver. Et là, on doit beaucoup à Spanner. Spanner, donc, qui est une base qui a été conçue par Google. Et à ce sujet, je voudrais faire une petite remarque. Il y a un certain nombre d'années, ceux qui faisaient la pluie et le beau temps, c'était les gens d'IBM. C'était eux qui, avec leur base de données, donc DB2, DL1 dans le passé, donc faisaient un petit peu l'évolution de ces structures de données. Maintenant, c'est plus du tout ça. IBM, vous ne les voyez même plus, même des gens comme Microsoft ne font que suivre un mouvement qui est plutôt proposé, voire imposé par Facebook. Donc il ne faut jamais minimiser l'intérêt en termes de développement. Je dirais même jusqu'à dire c'est plus intéressant ce qu'ils font en termes de développement que la partie, on va dire, réseau social. Donc maintenant, c'est Facebook et c'est Google donc, qui inventent donc les choses. Et on va donc essayer de regarder donc, en quoi ça correspond, de préparer donc, un schéma qui résume tout ça. Alors, pourquoi les bases distribuées? On n'est quand même pas maso, on n'a pas envie de faire des choses pour le plaisir de les faire et d'avoir des embêtements. Et il se trouve qu'on en a besoin, et surtout, on en aura besoin de plus en plus dans la mesure où les applications vont devenir de plus en plus réparties. Alors, selon des modèles qui sont plus ou moins simples, mais qui se fonderont sur des données qui elles-mêmes seront donc réparties. Et donc, ça veut dire, je pense entre autres à la blockchain, le temps récrié, et tous ces modèles, disons, de gestion d'une vérité qui n'appartient plus à une seule entité, mais à un ensemble donc d'ayants droit. Donc, pourquoi les bases distribuées? Sachant que ce n'est pas la peine d'y aller si c'est pour le plaisir de le faire, hein, parce que les embêtements vont quand même être multipliés par 10 et les inconvénients et les difficultés sont quand même d'un autre niveau que ce que l'on peut trouver sur les bases actuelles. Deux grands modèles, on verra, le modèle donc homogène et le modèle hétérogène, et on va faire la liste, on va regarder un peu quels sont tous les obstacles qui sont à franchir quand on doit installer ce genre de choses. Nous allons définir ce que l'on appelle réellement la réplication et ne pas confondre avec la fragmentation. Bon, moi j'appelle fragmentation, une traduction à ma manière, disons du sharding, hein, sur le découpage en fragments, car sur une base distribuée, bien souvent maintenant, tout au moins dans le vrai modèle donc de base distribuée, eh bien, on est par exemple dans un cluster ou dans un réseau. Et la répartition des données se fera par un découpage qui, le plus souvent, va être automatique, ce ne sera pas à nous de le faire, donc un découpage qui permettra de répartir les données sur un certain nombre de nœuds à disposition. C'est très important parce que, comme on va parler du mode hybride, donc l'utilisation des bases de données locales, mais en même temps avec des extensions qui sont dans le cloud, dans le nuage, ça veut dire que cet aspect-là, c'est-à-dire d'extension donc, et d'installation donc, des
des fragments dans le réseau, ce n'est pas nous qui allons le faire, sinon on en sortira. Donc on parlera de fragmentation, des deux modes essentiels que sont les modes passifs et puis le mode actif-actif. Je pense que le mode le plus intéressant de demain, c'est le mode actif-actif. On va bien faire la différence entre les deux, parce que l'actif-actif, c'est le vrai mode distribué. Se pose le problème du langage de requête. SQL est le langage de requête, donc béni des dieux depuis l'arrivée des bases de données relationnelles, hein, c'est vrai, mais aujourd'hui, et surtout depuis que les bases NoSQL sont arrivées, maintenant, continuer à travailler avec du SQL, donc requêter les données dans une base distribuée, donc avec SQL, ce n'est pas d'une évidence totale. Et donc, ce mouvement de NoSQL, c'est justement ça. C'est le fait de continuer à utiliser donc, le langage de requête SQL tel que nous le connaissons, mais également de bénéficier d'un certain nombre d'avantages que sont donc le maintien de ACID, ce paradigme excellent qui nous permet quand même de faire confiance aux données enregistrées. On va parler donc justement, pour la confiance, on va parler donc maintenant des différents modes de consistance, parce que dans ACID, vous avez donc le C qui correspond essentiellement donc à consistance. La consistance, c'est la confiance que l'on peut accorder au contenu donc, de la base de données. Mais avec une base de données donc distribuée sur un certain nombre de nœuds ou dans un cluster, eh bien, cette consistance est beaucoup plus délicate. Ce qui fait que le principe de la consistance tel que nous le pratiquons avec des bases relationnelles traditionnelles, eh bien, il explose, lui. Et donc, on va parler maintenant de mode de pseudo-consistance, vous voyez, de consistance approchée. On sait que ça ne sera pas tout à fait juste, mais on peut s'en contenter. C'est extrêmement important, parce que ça dépendra évidemment des applications. Quelles sont les applications qui vont pouvoir, disons, s'adapter à une consistance qui n'est pas absolue. Bien comprendre ça, on l'évoquera. Donc, on va regarder le mode NoSQL. On va parler des lois. Je vous présenterai les lois de date, donc qui sont les lois, un petit peu les lois de code pour le monde distribué, auxquelles j'ai ajouté mes propres lois, qui vont un peu plus loin que les lois de date, en particulier en termes applicatifs. Bon, on en pensera ce que l'on voudra. Hein. On regardera les solutions qui existent dans le monde de NoSQL surtout. Et puis, l'importance sur laquelle j'attire votre attention, c'est le fait que ce n'est pas quelque chose de neutre. C'est un problème, le problème des bases de données, qui est difficile. Et d'autant plus difficile qu'on a un peu tendance, on va dire, à sous-traiter à d'autres nos fonctions donc, de développement. Je pense que même si on sous-traite, il faut quand même avoir une idée assez précise de ce que l'on manipule. Or, il y a des concepts relativement nouveaux. Par exemple, un certain nombre on va dire, d'algorithmes qui permettent de choisir donc, les nœuds donc, de stockage. On va parler de Praxos, on va parler de Raft. Ça ne parle pas nécessairement à tous ceux qui travaillent sur des données de type relationnel, SQL Server ou DB2. Hein. Et donc, c'est quand même des choses qu'il faut connaître, hein, à mon sens, parce que on a affaire donc, à ce genre de choses. Bien. Alors, on est en plein donc, dans le monde, on va dire, des systèmes distribués. Hein. Et donc, déjà, ne pas confondre distribution avec décentralisation. Quand on parle de distribution, on parle de localisation des données, voire des traitements. Alors que quand on parle de décentralisation, on évoque l'administration, c'est-à-dire la gestion des infrastructures. On pourra parler d'une administration donc centralisée ou décentralisée, mais ça n'a rien à voir avec les données. Là, on parlera bien de distribution de ces données. Alors, la décentralisation, ça concerne donc le pilotage tel que c'est montré ici. La distribution, c'est les traitements et les données avec un certain nombre de modèles sur lesquels je vais m'appesantir. D'abord, je vous le disais, ça va vous sembler un peu ridicule parce que vous connaissez ça par cœur évidemment, mais
Je préfère quand même, vous savez, comme un bon maçon, on fait d'abord les fondations avant de s'aventurer donc dans les étages. Alors, il y a trois choses qu'il faut voir quand on travaille dans ce monde donc, des données. Vous avez la description logique des données, dont je répète, à mon avis, qu'elle doit être assurée par, on va dire, par les utilisateurs eux-mêmes, ce qu'ils ne veulent pas faire, hein. Mais bon, en principe, c'est à eux donc de le faire. Vous avez le système de gestion de base de données qui est un peu le moteur capable de faire, d'abord de traiter donc des requêtes SQL, d'être conforme, de reconnaître et puis de manipuler les données telles qu'elles sont décrites dans les schémas logiques. Et puis vous avez l'implantation physique. Quand on est dans un monde distribué, vous ne pourrez pas faire donc l'économie d'avoir un certain nombre d'idées sur les modes Hadoop, HDFS, tous les outils qui sont au-dessus pour requêter ces données-là, mais qui sont des données très, très physiques. Alors, je sais que c'est une notion qu'on a un peu abandonnée depuis quelques années, mais c'est quand même ça. Hein. Donc, il faut, vous voyez, c'est trois choses complètement différentes. Description logique, le traitement, le moteur, et puis donc le stockage physique. Bon. De sorte que, ce que j'indique ici en termes de conséquences, le traitement donc des bases distribuées pourra être très différent selon les SGBD. La meilleure preuve, c'est que vous manipulez depuis toujours des données relationnelles. Ça peut être bien avec SQL Server, ça peut être très bien avec Oracle, ça peut être moins bien avec MySQL. Et ce sont des moteurs de bases de données. Vous voyez, on utilise la même route, mais on peut avoir un moteur différent. En gros, c'est ça. Mais surtout, il ne faut pas faire la confusion donc, entre les deux. Alors, le fameux modèle que je vous suggère, hein, c'est celui-ci. C'est donc le modèle avec un certain nombre de niveaux qui montre où se situent finalement les problématiques que nous avons avec les bases de données. Alors, bien entendu, si on regarde le niveau, alors, ne vous inquiétez pas, c'est de notre cru, donc vous pouvez le récupérer comme vous voulez. Hein. D'abord, on aura l'aspect physique, bien entendu, hein, le stockage, voire les runtime, hein, donc les plateformes d'exécution, alors les disques durs qui sont de plus en plus remplacés maintenant par des mémoires SSD, hein, l'exécution en mémoire dans certains cas, et puis voir des modes qui peuvent être hybrides. Bon, c'est l'aspect, disons, infrastructure. C'est plutôt donc de la responsabilité des gens qui sont en charge de ça. Ensuite, vous avez la politique d'évolutivité. Ça, c'est très important. Parce que ce que l'on va demander à une base distribuée, ce sera de pouvoir évoluer avec le temps en mode scale-out, c'est-à-dire sans rien arrêter, sans rien casser et sans rien réinstaller. Il faut que ça puisse fonctionner d'une manière transparente, sans que l'utilisateur intervienne. Bien. Or ça, le scale-out, il y a un prix à payer pour ça. Le scale-up, c'est donc le fait d'avoir une base de données, disons, dans une machine. Si ce n'est pas assez puissant, vous l'arrêtez, vous installez une nouvelle version du système de base de données, vous redémarrez, éventuellement vous changez des utilitaires. En général, ça ne marche pas. Mais bon, en gros, c'est ça. Et ce qu'on veut éviter, justement, c'est d'arrêter, puisque maintenant, vous ne pouvez plus vous permettre d'arrêter contre le service aux utilisateurs, parce qu'ils ne veulent plus. Donc, c'est une très bonne solution. Donc, le sharding, ça sera donc l'évolutivité avec des algorithmes qui, des fois, sont très sophistiqués. On parlait de Praxos et de Raft il y a un instant, mais il y en a d'autres. On en a trouvé un, par exemple, chez OMIT, à Boston, où ils cherchent, si vous voulez, à réduire au maximum la charge de système induite par la découverte ou la réorganisation des fragments d'une base donc, qui aura utilisé les principes donc, du sharding. Alors ça, c'est très important. Et puis, je vous disais, donc, Paxos et puis Raft. Tout ça, ça va tourner sur des serveurs, ça va tourner sur des clusters, voire dans des machines virtuelles sur un serveur. Vous voyez, bon, tout ça, c'est pas l'infrastructure dont on est nécessairement responsable, mais ça va tourner comme ça. Quant à l'infrastructure logique, elle n'est pas neutre non plus. C'est pour ça que j'en parlerai longuement aujourd'hui. Traditionnellement, on fonctionnait en mode maître-esclave. Hein. On a également le mode différentes structures d'organisation qui sont liées principalement donc, aux bases de données NoSQL, avec les bases documents, les bases colonnes, les bases clés-valeurs, les bases
time series, donc qui sont faits qu'on utilise principalement avec les objets, etc. Bon. Et puis, vous avez donc un mode, on va dire, distribué. Au-dessus, vous avez l'organisation logique. C'est-à-dire, c'est là où vous trouvez le relationnel, l'organisation logique. Cette fois-ci, logique, donc des données NoSQL, et puis le mode distribué, l'organisation logique du mode distribué. Et enfin, comment on accède donc à ces données? Alors, vous avez toujours donc des API en fonction des langages que vous allez utiliser. Vous pouvez continuer à faire donc du SQL. Si vous utilisez des bases de données de type NoSQL, éventuellement dans un mode distribué, peut-être allez-vous utiliser des langages, je ne dirais pas qui ressemblent, mais tout au moins qui rappellent SQL. J'ai pris ici un exemple qui est celui de Cassandra, qui est une base de données donc colonne extrêmement performante. Vous avez un langage donc de requêtage qui s'appelle donc CQL. Et puis pour les bases de type clé-valeur, donc des bases très simples, là encore, vous pouvez les trouver dans un mode distribué. Eh bien, vous allez pouvoir fonctionner en mode crude, c'est-à-dire en fait lecture, mise à jour, suppression, enfin ce qu'il y a vraiment de plus simple. Et c'est là où vous trouvez NewSQL, qui arrive donc avec mode distribué, avec la possibilité donc de requêter soit directement en SQL, soit en passant par une API qui va générer du SQL, et on peut s'appuyer sur le mode ACID, qui est quand même la meilleure protection que l'on puisse imaginer. Bon, c'est une organisation, c'est une hiérarchie que je vous suggère. On n'est pas obligé donc de la suivre, mais je pense que ça permet quand même un petit peu de positionner les choses donc au bon endroit. Alors, pourquoi les bases de données donc distribuées? D'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que nous en sommes avec les bases distribuées à la 5e génération des bases de données. La première génération, c'était les bases hiérarchiques. Alors, essentiellement, c'était DL1 d'IBM, du temps où IBM donc, décidait de tout donc, dans ce domaine. Donc, DL1, alors après, il y a eu DB2, c'était vraiment IBM qui dirigeait l'orchestre. Ensuite, vous en avez eu alors, des bases hiérarchiques. Ensuite, on a eu des bases réseau. Et l'un des exemples les plus connus était donc, le fournisseur qui s'appelait Cubinet, qui avait une base de données qui s'appelait IDMS. Et en France, je pense aux Français ici, les Français ont eu avec Bull une base qui s'appelle IDS2, qui était une base réseau. La caractéristique de ces bases de données, c'est que vous aviez deux types d'accès aux enregistrements, soit des accès dits via set, c'est-à-dire que vous passiez par tout un chemin pour aboutir donc, à l'endroit où vous vouliez aller, ou alors vous aviez un accès direct, mais l'accès direct était très très lourd et très pénalisant. Et donc, ça pouvait, si vous vous trompiez, hein, vous aviez trop d'accès direct dedans, vous pouviez mettre par terre donc, une base de données. Ensuite, on a eu les bases relationnelles, évidemment, que tout le monde connaît. On a vu arriver donc, les bases donc, NoSQL donc, il y a quelques années, avec sur l'idée que, tout à fait utilisable en mode distribué, dans l'idée que les bases relationnelles n'avaient pas que des qualités, et en particulier, elles n'étaient pas capables de manipuler des données en dehors des données classiques, hein, données de base, ouais, entiers, flottants, chaîne de caractères, booléens, etc. En dehors de ça, il était un peu perdu. Et donc, on a introduit un certain nombre d'autres champs. Là, c'était donc le mot NoSQL. Et puis maintenant, nous arrivons donc à cette 5e génération donc, de distribution. Alors pourquoi est-ce que j'insiste tant aujourd'hui sur ce sujet? D'abord, parce que je le vois bien avec mes propres clients, qu'aujourd'hui, pratiquement sur 10 clients que nous pourrions avoir, eh ben, il y en a 8 qui ont des problèmes de données. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est toujours l'implantation d'une base de données distribuée, mais c'est quand même très proche. Et comme la plupart du temps, ils veulent avoir une idée quand même assez claire de l'évolution de ces données, on arrive nécessairement, obligatoirement, donc à une perception qui est une distribution. Donc, pratiquement toujours. Alors, moi, je pense que la meilleure idée, donc, c'est pas de se protéger, mais en tout cas de se préparer l'avenir. Les raisons, c'est d'abord parce que les entreprises, je pense surtout aux grandes entreprises, elles sont déjà structurées sous une forme distribuée. Elles ont des filiales, elles ont des agences, elles ont des groupes de travail. Elles fonctionnent comme ça. Et donc, le mode distribué peut rendre des services, mais je rappelle bien une chose, hein, c'est qu'il
il faut se méfier de cette organisation parce qu'elle peut être très contraignante, très pénalisante et nous poser beaucoup de problèmes. Donc, mais c'est vrai que tout nous attire vers ça. Je pense que les formes distribuées sont quand même beaucoup plus à l'aise pour s'adapter au mode d'extension horizontale de type scale-out, évidemment, hein, parce que ça se fait d'une manière automatique. Vous avez besoin de puissance, vous avez besoin d'espace de stockage, vous vous répandez dans d'autres nœuds de stockage, voilà, et puis donc ça continue à fonctionner sans interruption du service, sauf peut-être un petit décalage d'un quart de seconde à un moment donné. Et donc, c'est quand même très pratique. On n'a pas à se préoccuper de ça, parce que les migrations de bases de données, l'augmentation des ressources, vous l'avez connu comme moi, c'est-à-dire qu'on arrête tout, ça ne marche pas, on redémarre, ça ne fonctionne pas, on n'est pas dans la bonne version Linux de Windows, enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et ce n'est que 3 semaines après qu'on arrive à fonctionner. Et dans le temps, bien sûr, on se fait insulter par les clients qui ne comprennent pas, qui ne pas. Donc, je pense que cette forme distribuée, grâce à ce service, disons, hybride, hein, surtout hybride, qu'apportent donc les fournisseurs de cloud, eh bien, nous permet donc d'évoluer dans le temps sans être pénalisé. Eh bien, je crois également que c'est un peu un corollaire, c'est que le service dont nous voulons absolument garantir la continuité, c'est quand même, à mon avis, plus simple une fois qu'on a bien organisé notre affaire. C'est quand même plus simple à garantir avec un mode distribué, sachant qu'on pourra fonctionner en mode dégradé. C'est très important. Et c'est lié d'ailleurs à la fameuse consistance approchée ou approximative. Et donc, si on peut travailler en mode dégradé, ça sera très important quand on mettra en place des plans de type PCA-PRA, donc de continuité d'activité et de reprise d'activité, où on se contentera éventuellement d'un minimum pour que l'entreprise puisse fonctionner en attendant de partir, de revenir à plein régime. Je pense que c'est assez bien fait pour ça. Ça doit être une composante donc essentielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc, il faut définir avec elles quelle sera donc la plateforme minimum avec laquelle on pourra donc travailler. Je pense également que le mode distribué correspond très bien à l'administration, on va dire, elle-même distribuée. C'est-à-dire que souvent, ce que l'on fait dans un mode distribué, on va mettre des tables de données où, dans un mode avec sharding, on va mettre un certain nombre de lignes près des utilisateurs qui sont propriétaires des données. C'est-à-dire qu'une même table pourra être découpée en morceaux en fonction donc de l'identifiant et du propriétaire de ces données. Donc, on pourra les positionner. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, du point de vue administration, on peut faire des choses très efficaces, et puis les utilisateurs apporteront un soin beaucoup plus grand aux données parce que ce sont leurs données. Et je pense que c'est un bon moyen, on va dire, de motiver les clients, les utilisateurs, de ne pas faire n'importe quoi. Bon, chez vous, ça n'arrive pas, mais j'en ai quand même vu qui faisaient quand même des choses un petit peu étranges. Et puis, un autre argument en faveur donc, des bases distribuées, c'est que, je vous disais tout à l'heure, ça correspond tout à fait à un vrai besoin. La blockchain, même si les gens ne sont pas d'accord aujourd'hui, moi je maintiens, je prétends et je martèle l'idée que ce sera l'une des grandes architectures de demain, parce qu'on en a véritablement besoin. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore l'unanimité, hein, je comprends tout à fait dire des arguments des gens qui sont contre, hein, mais une base distribuée, c'est typiquement, avec cette fois-ci, donc un mode de réplication, c'est-à-dire que tous les clients, mettons avec le Bitcoin, ont toutes la même version, disons, des données, mais qui sont partagées entre tous les utilisateurs. C'est vrai également pour les annuaires LDAP. Un annuaire LDAP, surtout pour une grande entreprise, peut être décomposé on va dire, en sous-annuaires, avec des données qui concernent simplement données d'authentification, qui concernent simplement les usagers à tel endroit, à Montréal, à Paris, vous voyez. Donc, on les met près des gens. Et ce mode distribué, donc, on contrôle bien. Voilà. On a donc un certain nombre de caractéristiques, disons, de qualités qui sont spécifiques des bases distribuées, pour lesquelles on trouvera donc des solutions qui sont intéressantes avec ce mode-là. Mais je rappelle, j'appelle que ce n'est pas gagné.
Alors, revenons un instant sur ce fameux mode, on va dire, acide, dont on parle beaucoup et après lequel tout le monde court. Alors, c'est une protection idéale donc, pour le transactionnel qui concerne essentiellement donc, des grosses bases de données, mais c'est vrai que c'est une protection, ce qu'on va voir maintenant. Sauf que ce n'est pas non plus neutre en termes de charge, c'est-à-dire une base de données, un système de gestion de base de données qui assure la respectabilité du mode acide, eh bien, ça coûte cher. Ça coûte cher en ressources machines. On pourra le chiffrer à 20, 30, 40%, parce qu'on est en permanence en train de faire des contrôles. Alors, en principe, c'est donc le SGBD, donc c'est pour ça que j'ai rappelé un petit peu les fonctions, qui va assurer donc la prise en compte donc, de ces critères. Alors, quelles sont donc la définition? Je la rappelle, mais vous la connaissez par cœur. L'atomicité, le A, ça signifie que les mises à jour doivent être atomiques. Elles sont réalisées entièrement ou pas du tout. Pas question de faire la moitié, on verra plus tard. Ça ne marche pas. Si une transaction a pour objet, mettons, de mettre à jour 500 enregistrements, éventuellement donc, portés par des serveurs différents, si l'un des enregistrements échoue ou si l'une des mises à jour échoue, c'est l'ensemble des transactions donc, qui échouent. Et on reviendra donc, au départ. Donc, on parlera d'atomicité et de prise en compte d'une entité globale, donc, on va dire cette notion donc, atomique. La cohérence ou la consistance sont deux notions qu'on a bonne idée, d'ailleurs, de commencer tous les deux par un C. La cohérence, mais c'est un peu la même idée, les modifications que l'on apporte à la base ne remettent pas en cause son intégrité. Si c'est le cas, l'introduction de transaction est interdite. La consistance, c'est plutôt, l'idée que l'on en a, c'est plutôt quand on fait une mise à jour de plusieurs bases de données. Une fois que la transaction s'est terminée, on laisse la base de données, distribuée ou non, dans un mode consistant, c'est-à-dire qu'on peut avoir confiance aux données et tout le monde verra la même version de ces données. Il n'y a pas ceux qui seront favorisés et ceux qui ne le seront pas. Si, là aussi, si on fait une mise à jour sur un certain nombre de bases, d'instances de bases de données, si l'une d'elles ne fonctionne pas, on ne fait pas ce qu'on appelle un commit, mais on fait un rollback, c'est-à-dire qu'on revient donc à la situation d'avant le démarrage de cette transaction. C'est vraiment très, très important, ça, parce que c'est très lourd. C'est très lourd et le SGBD, il a intérêt d'être musclé, d'être bien joufflu, parce qu'il va avoir beaucoup de travail, parce que ça se fait en permanence. L'isolation, voilà. Donc si plusieurs transactions sont lancées en même temps, elles ne doivent jamais interférer entre elles. C'est-à-dire que s'il y en a plusieurs, il y a 5 transactions qui vont être lancées, il y en a une qui fonctionne, les 4 autres vont attendre à se terminer. Elles s'exécutent soit avant, soit après, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Ça, c'est, on va dire, la perception donc, de l'acide, essentiellement pour les bases donc, relationnelles. Donc, et puis la durabilité, ça signifie que les transactions qui ont été validées, eh bien, elles le sont définitivement. C'est un critère qui, lui, va s'appuyer sur un journal donc, des transactions. Quand vous avez un système de base de données qui vous garantit tous ces éléments-là, vous êtes quand même le roi du monde, parce que vous pouvez, là, à ce moment-là, vous consacrer véritablement à ce qui est le métier des utilisateurs, c'est-à-dire l'application. Et donc, mais je vous le disais, c'est quand même très lourd du point de vue donc, de la charge de système, et c'est vrai. C'était vrai, pour les bases relationnelles, ça l'est également pour les bases distribuées. Donc, deux modèles. Deux modèles donc, de bases distribuées. On parlera de bases homogènes et de bases hétérogènes. Alors, une base homogène, on va prendre un exemple, un certain nombre de serveurs ou de clusters, un cluster avec un certain nombre de nœuds, l'idée donc elle est la même. La différence étant qu'avec un réseau de serveurs, ça peut être répandu géographiquement, alors qu'un cluster peut être aussi répandu géographiquement, mais on a également des clusters locaux installés sur une seule machine. Quand on parlera d'une base homogène, eh bien, chaque nœud du cluster ou du réseau est doté du même équipement, système d'exploitation, SGBD du même fournisseur. Donc, il n'y a pas de différence entre chacun des nœuds. Techniquement, on dit que les nœuds sont interchangeables. Quand on a des bases hétérogènes, là, c'est plus pareil. Les nœuds ont des ressources différentes.
C'est-à-dire qu'on peut avoir un système différent, d'exploitation différent, Linux d'un côté, Windows donc de l'autre. Bon, on a tout ça, mais également des gestionnaires de bases de données différents. Ce qui, vous vous rendez bien compte, peut poser un problème donc au niveau applicatif. Étant donné que les SGBD n'ont pas nécessairement la même perception du traitement des requêtes SQL, ça peut poser un souci. Déjà, il faut déjà le savoir. Hein. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs niveaux dans SQL. Ce que fait SQL, donc des versions les plus récentes d'Aura, c'est pas pareil qu'avec MySQL. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont manipulés par les SGBD qui ne sont pas pareils. Donc déjà, il faut faire attention. D'abord, ne pas essayer d'avoir toutes les représentations possibles de l'SGBD, essayer de les limiter au maximum. Hein. C'est pareil d'ailleurs pour les systèmes d'exploitation. Alors, ces bases, il y a deux manières donc de les percevoir. Soit on les perçoit à travers une entité qui va assurer l'intermédiation technique entre les bases portées par les nœuds, hein, et qui permet donc de les voir comme s'il n'y en avait qu'une seule, soit sous forme multibase. Vous voyez, hein. Soit j'ai un système centralisé, une application en général, un élément système qui va me dire ne te casse pas la tête, tu as peut-être 250 instances, mais en réalité tu n'en vois qu'une, avec un schéma s'il s'agit d'une base relationnelle. Tu n'en vois qu'une et tu ne casses pas la tête avec des problèmes donc, de l'infrastructure. Et l'autre manière de le voir, hein, c'est de considérer donc, les bases de données réparties, donc hétérogènes, hein, comme étant donc différentes et de les manipuler et de les administrer indépendamment. Si j'avais un tout petit conseil à donner, c'est qu'il vaut mieux essayer d'éviter de tenter le diable et d'essayer plutôt de choisir des solutions qui soient les plus simples. Donc, homogène en distribution, homogène donc et hétérogénéité. Les obstacles, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de vous les présenter. Hein. Alors, quels sont donc finalement les critères qui vont donc nous permettre d'opter pour une solution plutôt que pour une autre, ou les critères sur lesquels nous avons travaillé, parce que ça, du point de vue système et du point de vue charge, ça va être très lourd. Hein. Maintien de la continuité du service, la disponibilité des ressources et la haute disponibilité, voire la tolérance aux fautes. On va nous dire, écoutez, moi j'ai un système, je ne peux pas me permettre de me planter, hein, donc pas question de fonctionner en mode dégradé, donc tolérance aux fautes. Hein. Capacité d'évolutivité, donc maîtrise donc, du scale-out, hein, donc extension horizontale, la maîtrise également des différents modes de consistance, mais ça je vais y revenir, les consensus, donc on parlait de Paxos, Raft, etc., c'est-à-dire en fait la manière de se répandre, hein, vous trouverez la notion de consensus dans d'autres domaines, mais qui, du point de vue infrastructure, ressemblent beaucoup. C'est le cas d'Ethereum, avec les monnaies cryptographiques Ethereum, où vous avez l'attribution, on va dire, du droit de mettre à jour donc, les portefeuilles portés par une infrastructure de monnaie cryptographique Ethereum, et bien ça se fait selon des critères comme ça, selon des algorithmes comme ça. Donc c'est quand même quelque chose de particulier qu'il faut connaître. La gestion de la concurrence et de la simultanéité, la tolérance aux fautes, je vous l'ai dit, le référentiel date, il faut savoir ce que c'est, le sharding et la distribution physique, on y revient, ACID, je viens de vous en parler, l'identification, qui va être délicate à maîtriser, parce que l'identification, elle peut être locale, mais elle peut être aussi générique, elle peut être en référence à un annuaire LDAP global, mais il peut y avoir aussi on va dire des instances d'annuaires, tout au moins des tables de l'annuaire, des éléments de l'arborescence DIT, vous savez, des annuaires LDAP, qui seront spécifiques pour chacun des lieux. C'est pas simple du tout, ça, parce que si vous vous trompez, ça veut dire que là, vous ne pouvez même plus vous connecter. Donc, on a intérêt quand même à bien traiter les choses. C'est l'identification que vous distribuez, c'est les traitements spécifiques au mode décentralisé dont il faut éviter qu'ils aillent trop charger la mule, hein. C'est la gestion du temps. Ça peut paraître tout bête, mais ce n'est pas du tout simple. Hein, comment gérer le temps, qui donne le temps, qui donne le tempo, comment ça se passe. Ce qui n'est pas évident. On parlera éventuellement du référentiel K, les modes de réplication de données, et puis éventuellement les lois donc, de la 5e génération. Ça, c'est plutôt de notre cru, j'y viens dans un instant.
Alors d'abord, réplication donc, et fragmentation. Donc c'est vraiment deux concepts qui sont essentiels. Il y a deux manières de voir les choses. Je vous ai mis ici en schéma donc une base répliquée et puis des bases multiples avec des schémas multiples. C'est ce que je viens d'indiquer à l'instant. Quand on parle de réplication, eh bien, il y a donc deux manières de le voir. La réplication, c'est le fait que vous allez copier des données qui ont été mises à jour quelque part, eh bien, vous allez les copier ailleurs. Vous répliquez ces données. Pas nécessairement toutes les données, mais un certain nombre de trucs. Donc, on va dire, cette mise à jour, elle peut se faire de deux manières. Soit c'est le SGBD lui-même qui, à partir d'un certain nombre de critères et de son paramétrage, va décider que si s'est passé quelque chose sur telle table de telle base, eh bien, il doit faire la mise à jour dans d'autres bases. Ça, c'est le SGBD. Mais le plus souvent, c'est quand même l'application. C'est nous qui décidons que tel champ qui aura été mis à jour, on lui affecte ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire un déclencheur, qui est un programme. Si c'est mis à jour, il lance automatiquement le programme qui, lui, va copier les nouvelles données là où il le faut. Donc, deux manières de voir. Le sharding, c'est la fragmentation. On parlera aussi de partitionnement. C'est le fait que quand vous avez une base de données distribuée avec des lignes, dans un mot relationnel, avec des lignes et des colonnes, eh bien, vous n'allez pas mettre tout au même endroit. Vous allez répartir. Eh bien, cette répartition se fait par fragmentation. Alors, on parlera de fragmentation verticale, c'est-à-dire qu'une table, eh bien, elle sera découpée en plusieurs tables, mais chacune des sous-tables comportera l'ensemble des champs, des colonnes. Et puis, on parlera de fragmentation horizontale, c'est-à-dire que l'on dira, je prends telle et telle colonne, pour faire un fragment. Et puis, je prends telle autre colonne pour faire un autre fragment. D'un côté, je fais une fragmentation au niveau des lignes, de l'autre, je fais une fragmentation au niveau donc, des colonnes. C'est ça. Et donc, éventuellement, ça arrive, hein, on peut faire une fragmentation en mode hybride, c'est-à-dire que, eh bien, on va combiner donc logiquement donc, ces deux fonctions. Alors, c'est ce que je montre ici avec ce schéma, hein, qui est tout simple. Hein. Vous avez une base de données qui est là-haut avec l'identité, avec l'identifiant, pardon, le nom, le prénom, l'âge et le pays. Si vous faites un sharding horizontal, ben, vous voyez que vous récupérez un certain nombre de lignes, hein, de lignes ici, et vous faites un fragment numéro 1, par exemple, pour toutes les identités qui sont inférieures, les identités qui sont inférieures à 1000. Et puis, entre 1000 et 10 000, vous avez un deuxième fragment, etc. Et donc, les deux fragments, vous allez les mettre dans deux nœuds différents. Et puis, le sharding vertical, là, donc, vous prenez la totalité d'une colonne, mais vous ne prenez pas toutes les colonnes. Et on aura, par exemple, ici, un shard numéro 3, hein, avec les trois premières colonnes, et puis un shard numéro 4, avec la colonne pays. Vous voyez, c'est une autre manière différente, donc, on va dire, d'éclater. Ah, vous comprenez bien que tout le génie de celui qui est responsable de la fragmentation, ça sera de faire, de paramétrer une fragmentation intelligente. C'est-à-dire que s'il veut favoriser la proximité des données dans son architecture distribuée, eh bien, il va s'organiser. Et le mode distribué, il est remarquable pour ça. Ouais. Donc, c'est ça, c'est la technique donc, du sharding. Cela dit, j'ai mis par calcul de âge. Pourquoi? Parce que bien souvent, on fera donc une répartition, non pas par l'identité, comme je l'ai indiqué, mais par la clé, non pas la clé elle-même, mais, disons, un âge calculé qui sera calculé sur, mettons, l'identité plus une autre information. On fait un calcul de H, et puis on va donc enregistrer des nœuds en fonction des valeurs du H. Bon, pour simplifier, hein, j'ai dit les H inférieurs à 3, ça sera à tel endroit, les H inférieurs à 7, ça sera à tel autre endroit, etc. Donc, on passe par un calcul de H, donc je vous rappelle quand même que c'est un calcul donc, qui permet de faire correspondre à une donnée, éventuellement très volumineuse, une valeur numérique binaire qui généralement ne dépasse pas 256 ou 512 bits, et il y a une corrélation entre les deux, si ce n'est que lorsque vous avez calculé un H, vous ne pouvez pas revenir à la valeur de départ.
C'est un moyen, disons, qui est utilisé pour faire de cette répartition. Alors, la fameuse diversité des consistances, j'insiste bien là-dessus parce que c'est vraiment très important. Et ça, c'est quelque chose qui va nous suivre partout. On est habitué donc à la consistance. Ça marche ou ça ne marche pas. Tout a fonctionné, on fait un commit. Il y a eu un os quelque part, je fais un rollback. Ça, on connaît. Sauf que maintenant, on ne va pas pouvoir appliquer ça systématiquement. Alors, on parlera de réplication pessimiste. C'est-à-dire qu'on ne va valider une opération qui porte sur un certain nombre d'instances que lorsqu'on aura reçu la totalité des accusés de réception. Ça veut dire, c'est le mode commit, celui qu'on connaissait. Vous avez une réplication optimiste, qui est, si vous voulez, c'est un mode qui est propre à ce qu'on va appeler la consistance approchée ou la consistance éventuelle. Elle est basée sur l'idée que vous validez l'opération quand vous aurez reçu un certain nombre d'accusés de réception, mais pas la totalité. Vous savez, ça ressemble d'ailleurs un peu à ce qu'on évoque avec les monnaies cryptographiques et puis donc les fameux généraux byzantins. À partir de combien de généraux byzantins félons peut-on refuser les ordres de se lancer dans la bataille? Là, c'est pareil. Vous avez donc un certain nombre d'instances qui sont mises à jour. Eh bien, vous attendez les accusés de réception. Quand vous en avez reçu, mettons, 3 ou 4, et vous pouvez préciser d'ailleurs l'origine, la source, eh bien, vous validez l'opération. Mais ce n'est pas une consistance totale, parce que rien ne vous dit que pour les autres, ça va fonctionner aussi. Et vous voyez, donc, ça s'appelle une consistance, on va dire une réplication donc optimiste. Si vous voulez, la consistance éventuelle, qui est quelque chose vraiment d'essentiel dans notre monde distribué, ça revient finalement globalement, on va dire, à accepter un certain décalage entre ce que devrait être la donnée qui a été requêtée et son état, et ce qu'elle est donc réellement. Vous voyez. Alors, on pourra sous certaines conditions à fonctionner. Il y a beaucoup de mécanismes, il y a différents mécanismes, on ne rentre pas trop dans le détail cette fois-ci, qui sont envisageables. On peut se fonder sur la chronologie des données. On peut se fonder sur les notions de quorum, celles que je viens de vous indiquer. On n'attend pas la totalité des accusés de réception. Voilà. Et également, donc, le mode dit CRDT, qui regroupe un certain nombre de types de données pour lesquels peuvent s'appliquer les principes de réplication, ici avec un certain nombre d'objets. Alors, les objets sur lesquels peuvent s'appuyer donc les mécanismes de réplication, on va dire eh bien, ça dépend. Ce n'est pas toutes les données. Vous avez, par exemple, on fera la différence avec le mode de CRDT entre deux grandes familles. Vous avez le CVRDT, pour lequel la réplication se fait sur la base des objets envoyés depuis le site de création, et puis les CMRDT, pour lesquels on n'envoie pas les objets, mais les opérations qui permettent de les créer. Et on fait une distinction entre la donnée elle-même et puis l'opération qui permet normalement de la modifier. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de consistance. Alors, si à l'issue de cette présentation, vous vous souvenez que, si vous ne l'avez pas pratiqué jusqu'à maintenant, eh bien, que le concept de consistance pure et dure, peut-être que le connaissait dans le mode relationnel, eh bien, il n'explose pas, mais il est quand même battu en brèche maintenant. C'est quand même extrêmement donc, différent. Bien. Alors, j'ai mis ici deux schémas qui vous montrent un peu les fonctionnements donc, finalement, des bases relationnelles. Des bases relationnelles donc distribuées. Alors, j'ai pris deux cas. C'est le mode pseudo-actif, celui qui est ici, et puis le véritable mode actif-actif. Le mode pseudo-actif, c'est quoi? Eh bien, c'est une base distribuée dans laquelle une base est répliquée quelque part. Bon. Mais à un moment donné, il n'y a qu'une seule base qui est opérationnelle. Si elle tombe en panne ou il se passe un problème ou elle se met à ralentir de manière inconsidérée, on va aller chercher l'autre instance. C'est donc la réplication. Et il peut y avoir, on peut répliquer sur une ou plusieurs bases, et dans une architecture distribuée, on peut imaginer donc une table répliquée à tel endroit, une autre table répliquée encore ailleurs. C'est un mode donc de réplication donc généralisée, mais c'est une forme de distribution des données, mais ce n'est pas une forme de distribution des traitements, parce que le traitement reste en un seul endroit, même si ça peut changer dans le temps. C'est ce que j'ai voulu expliquer ici. Et puis le mode actif-actif de base distribuée, ça c'est on va dire, c'est le Graal, c'est vraiment l'idéal. Là, toutes les bases
sont susceptibles d'intervenir dans un traitement. Et c'est vers ça, chers amis, que nous allons, avec tous les embêtements et les ennuis que ça va nous procurer. En fait, l'objectif que nous aurons demain, parce qu'aujourd'hui c'est encore un peu brinque-ballant, eh bien, ça sera d'avoir des bases de données qui toutes vont intervenir en mode, en général, homogène, pour ne pas trop se créer de problème, hein, donc avec les mêmes infrastructures de systèmes d'exploitation et de machines, mais chaque instance de base de données, même si c'est le même SGBD, mais vous aurez des instances différentes. Et chaque instance va intervenir de manière autonome. Vous voyez, chaque instance fonctionnera donc finalement en autarcie dans son petit coin. Et on va plutôt vers ça. Maintenant, la distribution, on va dire, la distribution de ces instances sur les nœuds du cluster, et bien là encore, elle va se faire avec une fragmentation par colonne, avec le mode vertical, ou par mode horizontal. Donc, comme je l'ai indiqué il y a un instant. Vous voyez, il ne faut pas confondre, on va dire, le mode de fonctionnement global d'une base de données, donc, on va dire, distribuée avec la possibilité des instances de fonctionner et de contribuer à un traitement, avec un mode pseudo-actif où il n'y a qu'une seule base de données qui va fonctionner. Et ne pas confondre avec la répartition physique des différents fragments. Si vous voulez, la fragmentation, c'est quoi? C'est la gestion de fichiers. C'est la gestion de fichiers telle qu'on connaissait autrefois. Mais maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, on ne s'en préoccupe plus beaucoup, hein, mais ce n'est rien d'autre que de la gestion de fichiers. Alors, moi, je pense qu'il est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour discuter avec les prestataires qui vont vous présenter les merveilles de leur dernier système de base de données, et ils vont vous parler donc de sharding avec calcul de clés, etc. Bon, mais encore faut-il donc savoir de quoi il s'agit, de manière à ne pas se faire avoir. Donc, vous voyez, deux notions donc bien différentes avec la notion donc de fichier. Alors, les 12 lois de date, plus nos propres lois. À quoi doit répondre finalement, dans l'idéal, mais aucune base de données aujourd'hui n'est capable de le faire, une base de données donc homogène. Comme l'a indiqué donc date, c'est pour ça qu'on parle des 12 lois de date, d'abord il faut que ça fonctionne d'une manière en local, autonomie locale. Si j'ai une instance qui s'est installée quelque part, elle ne fonctionne pas en mode client-serveur avec un autre serveur. Donc, il ne doit pas y avoir de dépendance par rapport à un site central. Il faut que cette base de données vous garantisse à travers le SGBD, donc distribuer la garantie et la permanence du service. Voire en mode dégradé, je veux bien l'admettre, mais il faut que ça continue tout le temps. Il faut que le fonctionnement donc, local se fasse d'une manière totalement transparente, c'est-à-dire que ça fonctionne, c'est indépendant. Transparence également de la fragmentation. Je vous dis, c'est de la gestion de fichiers et c'est le SGBD qui va nous assurer ça avec donc des résultats qui seront bons. Alors, il y a une petite tuyau ici, c'est que les clients, les personnes avec qui nous discutons, nous disent que, en général, ils passent par des benchmarks pour s'assurer que dans le courant et dans l'activité permanente, quand il y a des changements fréquents et brutaux, voire volumineux, il y a intérêt à savoir où on met les pieds. Donc, on fait des benchmarks pour s'assurer que la fragmentation, eh bien, elle ne fait pas n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un retour donc, à cette fameuse gestion de fichiers indépendante vis-à-vis, donc, bien entendu, de la réplication, distribution transparente des requêtes en mode tel que HDFS, par exemple, avec HDFS qui a un système qui s'appelle Map and Reduce, qui permet donc d'éclater une requête en sous-requête et de le distribuer dans un cluster ou dans un réseau, hein, mais ça doit se faire d'une manière complètement transparente. Encore une fois, je pense qu'il faut savoir comment ça marche, à peu près, mais en tout cas, c'est transparent. Distribution donc transparente des transactions, c'est-à-dire que le fonctionnement donc, des transactions, et requêtes, bien entendu, ce que je viens de dire, indépendance vis-à-vis du matériel, même si on fera quand même attention à ne pas tenter le diable et ne pas faire des choses trop dangereuses, indépendance vis-à-vis de l'OS donc, et vis-à-vis du réseau, et bien entendu du SGBD. Et moi, j'ajoute un certain nombre d'autres lois. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas urgence en la matière en général. Donc, on peut-être attendre et puis peut-être espérer un certain nombre de qualités qui, je pense, vont arriver maintenant. Et en tout cas, on s'en rapproche, c'est une évidence. Alors ça, ce sont
mes propres prescriptions. Hein. J'ai donc proposé donc 12 lois. La première, c'est le SGBD, donc gestion de base de données, hein, fonctionne indifféremment en local et dans le cloud, sans distinction entre les bases de type DBAS proposées par des fournisseurs et les modèles on-premise. Pour l'instant, ce n'est pas garanti. Hein. Donc moi, je ne veux pas être embêté par ça. Je veux, vous voyez, j'ai une application qui utilise tel niveau de SQL que je veux distribuer éventuellement en local et on-premise, et je ne veux pas avoir de différence entre des bases de type DBAS, comme c'est le cas encore maintenant. La règle numéro 2, c'est que le mode hybride va être privilégié, car c'est comme ça qu'on va fonctionner donc demain. Et on aura probablement on va dire un noyau dur que nous garderons chez nous pour des questions de sécurité en particulier, ce sera pratiquement que ça, et le reste, on le mettra ailleurs, et d'ailleurs éventuellement sur plusieurs clouds. Mais je n'ai pas à l'adapter à ça, ça doit se faire là encore d'une manière automatique. L'interface physique du SGBD, elle doit être totalement paramétrable. Il y a encore actuellement, on va dire, quelques freins qu'il faudrait faire sauter. Le SGBD sera accessible donc par une API, bien entendu, et tous les langages, les grands langages du marché. Il ne faut pas que je sois obligé d'utiliser tel et tel langage. La loi, alors je suis ici sur la loi numéro 8, je les prends un petit peu dans le désordre. Hein. Le SGBD est construit pour fournir donc des performances de haut niveau, sans essayer de mélanger simultanément les modes applicatifs différents. Alors, les modes applicatifs, c'est quoi? C'est le relationnel, transactionnel, OLTP, et puis c'est le mode décisionnel, c'est-à-dire OLAP, qui sont complètement différents. OLAP manipule un gros volume de données et il sort finalement très peu de résultats. Il n'y a pas beaucoup de calcul. Hein. Par contre, le modèle transactionnel, lui, il manipule peu de données. Par contre, il y a du travail derrière. Il y a souvent donc, une algorithmique qui est compliquée. Moi, je crois que les tentatives qui consistent à vouloir mélanger les deux sont vouées à l'échec. Donc, je ne le suggérerais pas. Il y a un système qui existe actuellement qui s'appelle Hashtag, qui est un peu un mélange des deux, mais qui, à mon sens, est un petit peu. Ce n'est pas une vraie solution, à mon avis. L'extension des ressources se fera donc en mode scale-out, que je vous l'ai dit. Hein. Le système de base de données sera conçu, donc distribué, hein, de manière à ce qu'on puisse modéliser le comportement des applications en fonction des volumes de données. Ça, c'est un gros challenge, parce que je veux être sûr qu'en augmentant le nombre de données, voire le nombre d'instances, vous voyez toute l'architecture sous-jacente qu'il va y avoir, je vais être sûr que je ne vais pas dans le mur. Hein. C'est quand même un petit peu une préoccupation qui est quand même très logique. Hein. Alors, le SGBD, il sera polymorphe, c'est-à-dire qu'il va s'adapter par paramétrage à différents modèles, on va dire, donc logiques, SQL, NoSQL, qui est invité donc à la table des bases distribuées, et il va se conformer, donc, le SGBD, donc, aux différents référentiels, ACID, bien sûr, donc NewSQL, CAP, base, date, et puis maintenant, donc, celle que je vous suggère. Le SGBD proposera une forme avancée de tolérance aux fautes, ce qui n'est pas le cas de la plupart des solutions d'aujourd'hui. Mais ça, c'est nécessaire, et encore une fois, il faut que ça soit transparent. Le langage de requête sera laissé au choix de l'utilisateur. S'il a envie d'utiliser du SQL, c'est son problème, mais s'il y a d'autres langages qui pourraient apparaître maintenant, pourquoi pas? Et puis, le SGBD va fonctionner en option, en mode actif-passif, hein, en mode pseudo-actif, ou en mode actif-actif, avec des modèles standards de distribution, donc de charge, hein, le fameux workload, et puis de challenge de type Paxos et RAP. Et puis on aura un mécanisme très puissant donc, de réplication, ce dont ne sont pas pourvus les systèmes de base de données les plus simples, et je pense entre autres donc, à MySQL. Bien sûr, il n'y a aucun système donc, qui est doté de tout ça maintenant, mais c'est quand même un espoir que nous pouvons donc caresser. Alors, au sujet de SQL, donc c'est quand même incroyable ce truc-là. Voilà un langage de requête dont on n'imaginait pas du tout donc, la pérennité dans le temps. Hein, ça remonte quand même aux années 70, hein, quand Larry Ellison, que l'on voit ici, donc à côté de Bill Gates, travaillait chez IBM. Hein, il y avait chez IBM, ils ont créé un langage qui s'appelait SQL. Et il est parti, il a créé donc SQL et ça a fait la fortune d'Oracle, et donc la sienne en particulier. C'est à la fois
étonnant, mais c'est aussi inquiétant. Parce que SQL présente un certain nombre de défauts qui sont assez redoutables, de sorte qu'on ne pourra pas l'utiliser n'importe comment. Et puis, SQL peut devenir assez compliqué. Il n'y a pas que des select from where dans les scripts. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Voilà, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que c'est quand même encore le langage le plus utilisé. On aurait pu peut-être utiliser un autre langage déclaratif, parce que SQL est un langage déclaratif comme les HTML, hein, pourquoi pas, mais on aurait exigé de lui donc d'être compatible SQL. On aurait pu imaginer donc un langage procédural, du C, du C++, des versions donc, de ces langages adaptés à ça. Vous voyez, plutôt que de faire comme en Java, vous faites un output et vous mettez dans l'output, entre guillemets, l'instruction SQL que vous voulez faire exécuter. Ou alors, on aurait pu peut-être trouver quelque chose de tout à fait nouveau. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, donc, j'allais dire, on traîne. On a encore ce langage SQL. Tout ceci pour nous amener, donc, pour la fin de la présentation, au mode NewSQL. Donc, ça, c'est un mode qui est récent. L'objectif donc de NewSQL, qui est vraiment très important, c'est d'abord de garder la référence cible, vous voyez, coûteuse en ressources, mais quand même très protectrice, être compatible SQL pour le relationnel, voire pour d'autres formes de bases de données avec des, on va dire, des SQLite, compatible avec le mode NoSQL, et capacité d'extension horizontale, donc scale-out en cluster. Deux manières d'aborder le problème, soit avec des bases, des systèmes de bases de données de type Spanner et puis VoltDB, qui sont nativement NewSQL, et là c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est que finalement Google a porté beaucoup avec Spanner, qu'il a inventé pour ses propres besoins. Parce que lui, il avait besoin d'un système comme ça, donc il l'a créé, qui n'existait pas. Et donc, finalement, il a pris la place, quelque part, d'IBM. Bon. Ou alors, donc, la deuxième solution, c'est une espèce, on va appeler ça une adaptation qui se fait en général par des proxys qui sont placés en frontal d'une autre base de données. Bon. Ce que l'on veut également avec le NewSQL, c'est de reprendre des données en mode distribué sur des données plus avancées donc, que ce que permet de faire SQL, hein, avec des bases JSON, le fameux JSON de JavaScript, des bases, des champs de type XML, des données donc, imbriquées, des données nest, donc, ou des données qui sont liées entre elles par des clés étrangères, vous voyez, donc un certain nombre de choses que l'on veut traiter. Il y a des extensions qui existent aujourd'hui, par exemple dans PostgreDB, eh bien, vous avez le traitement donc, de JSON qui est proposé. Hein. Dans Azure et Cosmos DB, ça fonctionne comme ça, et de même que CockroachDB. L'extension horizontale se fait par sharding. Voilà. Et donc, on boucle ce que l'on a dit, qui se fait d'une manière dynamique et temps réel avec Spanner et Cosmos DB. Et là, c'est vrai qu'on a quand même des systèmes. Alors, vous dites tout de suite, SpannerDB, ce n'est pas un outil que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Mais ça, c'est la politique donc, de Google. Mais on va dire que Spanner a fait des petits. Et l'idée donc de la fragmentation, donc du sharding automatique est en réel. Voilà. Et la réplication, elle se fait selon les deux algorithmes. Donc Paxos est utilisé par Spanner. C'est assez compliqué. Ça nécessite une horloge et puis des récepteurs GPS dans les centres de données. Et puis, vous avez CoachDB qui utilise un concept qui s'appelle RAG, qui est un peu plus léger, qui est peut-être plus pertinent aussi pour garantir donc, la consistance des données, quel que soit l'environnement. Bon, mais on peut discuter à l'infini hein, sur l'intérêt de l'un plutôt que l'autre. Donc, le mode NewSQL. Et puis, vous avez aujourd'hui donc des applications hein, qui tournent avec tout ça. Je vous indique ici un certain nombre. Alors, Cockroach, vous avez Clustrix, vous avez NuoDB, vous avez Pivotal, vous avez MemSQL, vous avez C-Tree ACE, vous avez VoltDB. Hein, donc, un certain nombre de caractéristiques. Vous avez LTBase, tout ça, et PIBC, et tous ces systèmes-là, finalement, bénéficient de l'expérience qu'a introduit donc Spanner donc, de Google. Et je trouve que là, avec ça, on fait quand même un progrès considérable, d'autant que c'est vrai que la référence à site va être toujours aussi coûteuse qu'autrefois, sauf que maintenant, nos machines sont hyper puissantes, que les liens dans les clusters ou dans les réseaux sont devenus fantastiques,
Et donc, aujourd'hui, on est quand même relativement à l'aise pour pouvoir traiter tout ça. Donc, plus facilement, on va dire, que par le passé. Voilà donc des solutions de type NewSQL. Et si vous avez des problématiques pour le futur, il faut toujours avoir un œil là-dessus, parce que je pense que c'est là que se trouve la vérité. Mais ça englobe tous les concepts et donc les principes que je viens de vous présenter. Donc, je pense que pour terminer, eh bien, je crois que c'est important, et que l'avenir se conçoit d'aujourd'hui, mais ce n'est pas gagné. Alors, un certain nombre de critères et de remarques que je voulais faire, vous me donnez juste 2 minutes et je vais terminer. La fonction DBA est de plus en plus prise en compte par les fournisseurs de cloud, mais les grandes entreprises, majoritairement, la conservent quand même. Je pense que le mode distribué a quand même accru les difficultés. La technologie est plus complexe. La sécurité et les reprises sont plus compliquées à assurer. Ce n'est pas adapté à toutes les applications, donc danger, et surtout ne pas céder à l'effet de mode. Plus grande fragilité de type architecture, les plantages sont nombreux, c'est vrai, et délicats à comprendre, surtout à comprendre. Bon, une fois qu'on a compris, on peut peut-être traiter le problème, mais c'est difficile à comprendre. La gestion des performances est un challenge permanent. On a des dégradations de performances qui peuvent être extrêmement brutales sans que l'on sache d'où ça vient. On a besoin d'acquérir un logiciel d'administration qui est coûteux, qui est difficile à installer et à exploiter. Donc, une charge de DBA donc, qui est plus importante, une charge de système transactionnel, puisqu'on distribue les transactions, eh bien, la charge de système va être beaucoup plus importante que par le passé. Le problème, c'est qu'on a plus de spécialistes système aujourd'hui. Une intégrité d'architecture qui est plus compliquée donc, à maintenir, donc, la fameuse intégrité. La diversité des modèles logiques, là, on a dit qu'on pouvait en prendre en charge un certain nombre dans cette distribution. Et puis la diversité aussi des générateurs de données. Cette fois-ci, il y aura des serveurs, vous aurez des postes de travail, vous aurez des capteurs dans les IoT, et tout ça, pour que ça cohabite correctement. Le mode distribué, en plus, est une épine dans le pied des procédures PCA-PRA. Parce que c'est très important pour la continuité d'activité et la reprise, mais ce n'est pas facile à traiter. Et il faut au moins se mettre d'accord sur un mode, on va dire un mode limité. Mais alors, si c'est compliqué, pourquoi est-ce qu'on y va? D'abord, je pense qu'on n'a pas le choix. Que l'évolution des systèmes se fait de telle manière que ce sera un mode qui va s'implanter partout. Parce que l'avenir, il est à l'hybride cloud, avec des ressources locales et déportées. Donc, on sera automatiquement implanté dans une architecture comme ça. Parce que les nouvelles applications nous entraînent inexorablement vers la distribution. Alors, on l'a évoqué avec les blockchains. Parce qu'on aura des progrès, on aura fait des progrès. Et il y a certains aspects d'administration qui aujourd'hui sont contraignants, qui sont peut-être, non pas gommés, mais tout au moins traités, on va dire, avec un peu plus de transparence. Ce sera le cas donc, des langages de requête, des reprises après dysfonctionnement, etc. Mais aussi parce qu'à terme, les modes centralisés et distribués vont coexister. Ça dépendra des contextes. Puis maintenant, après tout, on n'est pas obligé d'y aller. Ça me paraît une bonne solution. Bon, la seule chose, si vous voulez, c'est que l'approche, on va dire, distribution des bases nécessite ou implique de revenir à une approche quand même qui est plus, on va dire, qui est plus système donc, que par le passé.